Aujourd'hui encore, les religions qui ont toutes fini par percevoir le rôle menaçant du lascar à capuche rouge tentent, sans grand succès d'ailleurs, de remettre Papa Noël à sa juste place selon elles. Peine perdue, le Père Noël triomphe, habillé de pied en cap de rouge, ce qui signifie selon la vexillologie pirate, pas de quartier. Le relooking de Coca-Cola appartient aux légendes urbaines, pour ne pas dire au pur marketing. Le cri de guerre du géant rouge, traduit en termes économiques, implique que la puissance des biens matériels doit s'effectuer ici et maintenant, sans délai. Cet appel spontané à la protoconsommation, mot d'ordre véritable du Père Noël, prépare l'époque où il sera loisible à chaque aventurier de tenter la fortune pour son propre compte en se faisant, au besoin, s'il le faut, pirate. Le cycle de l'économie moderne peut commencer sous l'égide alors des libéraux. Adam Smith va bientôt paraître pour réactiver les idées d'Aristote concernant le rôle de la monnaie. Smith annonce Ricardo, chantre de la valeur travail dont on nous a beaucoup parlé, puisque selon eux, c'est le travail qui fait la valeur des biens reproductibles, ou, pour le dernier cité, sa valeur d'échange. Cette valeur devrait idéalement être fixée par le marché dans une société libre-échangiste, dépourvue d'aide sociale, car elle accroîtrait les inégalités qui accablent les pauvres, selon son ami et co-théoricien Malthus. Après tout, pourquoi pas, si l'objectif est atteint. Il reste à élucider une question de taille. Le Père Noël peut-il remplir son contrat, c'est-à-dire mener à bien son programme économique de profusion programmée? Eh bien, c'est une question qui importe beaucoup pour le citoyen aujourd'hui. Tout homme politique n'est-il pas attendu peu ou prou comme un personnage aussi mystérieux que notre éleveur de rennes du Grand Nord, les bras chargés de présents? N'est-ce pas parfois l'ambiguïté des promesses qu'il fait? Pour en débattre sérieusement, il faudra attendre les années 60 et la popularisation de l'épistémologie. Tout commencera par une blague scientifique que l'on doit à Carl Sagan, astrophysicien auquel l'humanité doit les programmes spatiaux, Mariner, Pioneer, Viking, etc. Sagan décide de poser les bases mathématiques de ce qui devait ensuite devenir le problème célèbre pour ses successeurs sous le nom de TSP, c'est-à-dire Travel Santa Claus Program. Auparavant, l'épistémologue Karl Popper a introduit la notion de falsifiabilité. Cette dernière pose en substance que la condition nécessaire et suffisante pour qu'un problème soit scientifique et qu'il soit falsifiable. Pour être clair, l'existence de Dieu n'est pas falsifiable, elle relève du domaine de la croyance. Le débit d'une chute d'eau est falsifiable, parce qu'il suffit simplement de se tromper d'unité de mesure pour parvenir à un résultat erroné. Le calcul du débit de l'Amazone est un problème scientifique, l'existence de Dieu ne l'est pas, car c'est une donnée métaphysique personnelle. Carl Sagan formalise la promesse du Père Noël pour vérifier l'assertion de Popper. En fait, se dit-il, je sais, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle, mais le Père Noël n'existe pas. Voilà, il faut le savoir. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi je le sais. Parce qu'évidemment, je le sais. Cette recherche est une problématique typique de l'épistémologie. Alors, Carl Sagan se livre à une série de calculs parfaitement rigoureux, dont je vous épargne le détail, je les tiens à disposition des sceptiques. Et à chaque fois, il bute sur une aporie. Quelle que soit la manière dont il envisage la façon dont le Père Noël remplit son office, à chaque fois, notre éleveur de rennes préféré viole une des lois de la physique. Tantôt, il doit dépasser la vitesse de la lumière pour effectuer ses livraisons. Tantôt, le nombre de rennes nécessaires pour tracter le chariot, contenant quand même 85 millions de jouets, excusez du peu, tend vers l'infini, ce qui est impossible, car évidemment, il est génétiquement impossible d'élever une infinité de membres d'une même espèce, sans compter que, je vous le dis, l'espèce des rennes volants, même génétiquement modifiée, est loin d'être au point. Tantôt, les jouets rangés à la base de son baluchon, qui fait quand même 132 mètres de diamètre, qui s'avère nécessaire pour contenir tous les cadeaux, sont irrémédiablement écrabouillés par le poids de ceux situés au-dessus. Et on sait bien, tous, pour avoir testé l'affaire, que le travail du Père Noël n'est pas de livrer de la bouillie de poupée Barbie ou de la confiture de Mécano. Donc, autre hypothèse, autre échec, et ainsi de suite. Alors, Carl Sagan, mettant un mouchoir sur son âme d'enfant, se voit dans l'obligation de déclarer que, scientifiquement, le Père Noël ne peut pas exister. Alors, la blague produit son effet. Carl Sagan fut intronisé assassin du Père Noël, et chacun rivalisa pour complexifier ses hypothèses de départ, mais en vain. Le premier intérêt de cette histoire de Père Noël est que Carl Sagan nous démontre combien il est
important de savoir pourquoi on sait ce que l'on aborde d'ordinaire que par le biais de la croyance. Le second intérêt de cette histoire tient à ce que les successeurs de Carl Sagan, qui décrivirent tous les systèmes imaginables de redistribution de cadeaux, postulant par exemple l'existence d'une infinité de Père Noël ou que sais-je encore, décrivirent en fait les systèmes politiques plus ou moins explicitement généreux. En commençant par, disons, le plus généreux d'entre eux, pourquoi pas, le système communiste. Tous les enfants reçoivent un cadeau. Au plus étroitement élitiste, seuls les enfants sages des nations développées reçoivent un cadeau. Rien n'y fit, le Père Noël était mort et bien mort. Il ne peut accomplir sa promesse dans le délai qui lui est imparti, c'est-à-dire la nuit de Noël. Ainsi, Carl Sagan, inspiré par le philosophe des sciences Karl Popper, a-t-il non seulement tué l'idée du Père Noël, ce qui est affligeant, enfin je le regrette personnellement, mais encore, il a liquidé deux idées qui sont autrement plus importantes. La première, selon laquelle l'assomption du progrès peut régler les problèmes du monde sans tenir compte des limites asymptotiques, comme par exemple le fameux Big Oil, et cela dès 1960. Et la seconde, qui sous-entend que l'emploi des grands nombres supplée de manière magique aux déficiences conceptuelles qui séparent le modèle macroéconomique du contrat social, comme l'a reconnu Pareto, confronté à l'imperfection de son modèle économique face aux exigences du contrat social édictées par Rousseau. Nous sommes alors en 1960. Les communistes, toujours à l'affût, bien renseignés, apprennent la nouvelle et en comprennent la portée. Alors ils se frottent les mains en répétant à qui veut l'entendre « Nous vous l'avions bien dit, sous-entendu, Marx avait raison. Le capitalisme porte en lui les germes de sa propre destruction. Attendons encore un peu, murmure-t-il. Tout sera bientôt terminé, le fruit sera mûr et l'affaire sera dans le sac. Un coup de pouce ici et là, en Afrique, en pleine décolonisation par exemple, et les digues du vieux monde céderont. » Hélas, en 1989, le modèle standard du socialisme réel, c'est-à-dire l'Union soviétique, s'effondre, miné par les dettes, dues à son impéritie et à une guerre ruineuse déjà à l'époque en Afghanistan. Exit l'économie planifiée. En fait, le poison qui menace le capitalisme économique viendra bien de l'intérieur, mais d'une discipline que l'on n'attendait pas. La finance, jusqu'alors considérée comme une dépendance fonctionnelle, sans autre importance que sa régulation, pour éviter que des agioteurs farfelus ne viennent contrarier les performances d'une autre sorte de planificateurs, les économètres, qui ne s'ignorent plus, depuis qu'ils sont outillés de modèles de plus en plus savants et, croient-ils, de plus en plus performants. Le monétarisme fait alors florès. Il faudra attendre l'invention des CDS en 1994 par la mathématicienne Blythe Masters, employée modèle de JP Morgan, pour que le risque prenne corps dans ce produit dérivé qui est désormais sur toutes les lèvres et sur celles de tous les commentateurs, c'est-à-dire le CDS.